Bienvenue à l'écoute de Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. On commence avec du cinéma. Já vím, že v určitých citových záležitostech nejsem tak morálně pevný, jak by si se zasloužil. Ale já... Réaliser un film sur l'homme devenu le symbole de la fin du communisme et du rétablissement de la démocratie dans le pays est un défi de taille, surtout pour un jeune réalisateur comme Slavek Horak, dont c'est seulement le deuxième long métrage. Le biopic Havel est sorti le 23 juillet en salle. Alexis Rosenzweig. Ne vous attendez pas au portrait d'un homme d'État, a prévenu Slavek Horak avant la première. Le film retrace le parcours du dramaturge dans les années 70 et 80, de son entrée en dissidence active à la veille de son accession à la présidence de la République en 89. Le rôle-titre est interprété par Viktor Dvořák, très crédible, il faut le dire, grâce d'abord à sa ressemblance physique avec Václav Havel. La journaliste de la radio publique Kristina Rohačková est spécialisée dans le cinéma, on l'écoute. The similarities are really striking at first. La ressemblance est frappante. Le film commence par une scène dans laquelle il donne une interview à un journaliste étranger. Il parle en anglais et en le voyant, j'avais l'impression de voir une archive de Václav Havel, avec ses mimiques et ses tics de langage, ses défauts de prononciation. Il fume une cigarette et c'était comme regarder le documentaire Citoyen Havel, mais l'effet s'estompe ensuite. Citizen Havel, but after some time, it just becomes a non-factor. Et le budget cigarette du film a été non négligeable, d'autant qu'il a fallu en acheter des paquets sans nicotine, très chers, l'acteur étant un ex-fumeur. Au-delà du tabac, un vice bien connu de Václav Havel, le film s'emploie à montrer les autres travers du dramaturge, à commencer par son infidélité, mais aussi sa relative addiction aux médicaments, son indécision, sa faiblesse aussi lors de son premier séjour en prison et son égoïsme sentimental quand il défend à son épouse Olga, jouée par l'incontournable Anna Geislerova, de fréquenter un autre homme que lui alors qu'il entretient lui-même une liaison. Kristina Rohačková. You kind of go into the film expecting it to be a portrait. Vous allez voir le film en pensant voir le portrait d'un leader, mais ce qui est montré est le portrait de quelqu'un de plutôt faible. Václav Havel est quand même dépeint comme quelqu'un de fort, selon moi, mais qui concède lui-même qu'il est moralement faible quand il s'agit des femmes. Et c'est un élément très important du film. Il a une maîtresse et le dit à sa femme Olga, qui sait qu'il a des aventures. C'est une dichotomie étrange, parce qu'Olga est le personnage fort dans cette histoire. Dichotomy because Olga is the strong one in this story. Pour réaliser ce pari audacieux que représente un film sur l'homme de la Charte 77 et de la Révolution de velours, les scénaristes ont pris quelques libertés avec les faits historiques, en inventant par exemple la virée en voiture de Havel avec son ami acteur Pavel Landowski à Bratislava pour tenter en vain de rallier Alexander Dubček à leur cause. Difficile de dire si ce film pourra parler à un public étranger, malgré l'universalité du thème de la lutte pour la démocratie. À Prague, la critique est plutôt bonne, même si pas unanime. Dieu soit loué, les craintes de voir une ode à la gloire de Havel ne sont pas confirmées. C'est ce qu'écrit Mirka Spachilova dans Mladá fronta dnes. En revanche, pour Jiří Peňaz de Echo, il faut espérer que ce film ne sera pas pris trop au sérieux. Ni Havel ni le film ne le méritent. Son collègue Daniel Kaiser est moins négatif. Il rend notamment grâce au scénariste d'avoir saisi, je cite, le moment le plus important de la vie de Havel, lorsqu'il a refusé d'émigrer en 1979, bien que condamné à une lourde peine de prison. Ce film a le potentiel de protéger Havel de la peste de l'obséquiosité qui menaçait déjà avant sa mort, conclut le journaliste, lui-même auteur d'une biographie de l'ancien président.
crise du coronavirus oblige, les Tchèques ont été invités cette année à passer leurs vacances chez eux. Et même si certains se rendent malgré tout en Croatie ou en Grèce, destination estivale traditionnellement très prisée des touristes tchèques pour profiter de l'air marin, la grande majorité d'entre eux, prudents et attentifs à l'évolution de la situation sanitaire, ont effectivement choisi de profiter des charmes de la République tchèque. Mais cet afflux n'est parfois pas sans poser certains problèmes, comme nous le raconte Guillaume Larquet. Aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Ale bude to tlačenka. Jsme tady v Krumlově teďka a pojedeme zítra na Hlubokou se ubytovat. Il suffit de voir l'affluence à la gare ou de jeter un coup d'œil sur les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés sur les parkings pleins, des parkings situés à proximité du centre-ville, pour vite comprendre qu'à Český Krumlov, les Tchèques, complétés par quelques Allemands, Autrichiens et autres Slovaques voisins, ont remplacé les touristes chinois dont la présence toujours plus massive dans la petite ville de Bohême du Sud, classée au patrimoine de l'UNESCO, était tant décriée dans les médias ces dernières années. Depuis la mi-mai, la levée des premières mesures de restriction et la réouverture progressive des monuments et sites touristiques, les Tchèques se sont réappropriés les endroits qu'ils avaient perdu l'habitude de fréquenter, la faute à la priorité donnée par les hôteliers et propriétaires de restaurants aux visiteurs étrangers généralement moins regardants à la dépense. Le cas de Český Krumlov donc, qui après Prague est la ville tchèque la plus visitée par les touristes étrangers, en est un parfait exemple. Mais cet été, les Tchèques ont pris d'assaut aussi les sites naturels. Takže kam jedeme, děti? Na Šumavu do Nové Pece. Qu'il s'agisse de la Šumava en Bohême du Sud, dont les forêts et les monts boisés ne sont distants que de quelques dizaines de kilomètres de Český Krumlov, de la région viticole de Moravie du Sud, des environs des parcs naturels des rochers d'Adrž Park et de Teplice, de la Suisse ou du Paraty de Bohême, ou du massif des Krkonoše dans le nord-est du pays, trouver un logement libre de dernière minute en cette période de grandes vacances pour y séjourner ne serait-ce que quelques jours est souvent devenu un vrai casse-tête. Tout est plein et davantage que d'une pénurie de visiteurs, hôtels et restaurants se plaignent plutôt de celle de cuisiniers, de serveurs et autres femmes de chambre, comme le confirment par exemple Pavel Škvrně et Zbigněk Bobek, propriétaires de pensions dans la petite ville de Teplice nad Metují en Bohême de l'Est. Nous aurions besoin d'embaucher 4 serveurs et cuisiniers à temps plein. Je les prendrai sur le champ, mais encore faut-il les trouver, or il n'y en a pas. Nous avons des candidats, mais c'est une catastrophe. Ce sont des gens avec lesquels il est impossible de travailler. Ils ne savent rien faire, n'ont aucune connaissance et ne sont même pas intéressés par leur travail. On ne peut pas compter sur eux. Ailleurs, les préoccupations peuvent être de différentes natures. Ainsi, au sommet du mont Sněžka, accessible en télécabine après une file d'attente longue parfois de 2 à 3 heures, les touristes sont aussi devenus trop nombreux. Le passage des 5 à 10 000 personnes, tchèques et polonais compris, qui gravissent chaque jour le point culminant de la République tchèque avec ses 1603 mètres, laisse des traces. Du coup, la direction du parc national des Krkonoše envisage de plus en plus sérieusement de limiter le nombre de visiteurs, dont l'indiscipline de beaucoup est pointée du doigt, comme le constate Radek Dragni, porte-parole du plus ancien parc national existant en République tchèque. Fermer le sommet du mont Sněžka aux visiteurs est pratiquement irréalisable, mais il faut quand même réfléchir aux moyens de réguler l'affluence. Dans l'état actuel des choses, la situation est devenue intenable. Dans un site naturel protégé, le nombre de gens ne peut pas augmenter sans cesse. Depuis juin dernier, un filet rouge d'1 mètre de haut a déjà été installé pratiquement tout autour du sommet, et ce de manière à empêcher les visiteurs de marcher dans les zones protégées. Son installation est le fruit d'une coopération tchéco-polonaise, Sněžka se trouvant sur la frontière entre les deux pays. Par ailleurs, comme cela se fait dans certains pays, en Autriche voisine notamment, mais aussi depuis déjà 1994, du côté polonais du Mont, rendre payant l'accès au parc des Krkonoše est une autre solution envisagée.
En mai dernier, 140 ans se sont écoulés depuis la naissance de Jiří Karpeles, plus connu sous son pseudonyme Georges Kars. À cette occasion, et aussi pour rappeler le 75e anniversaire de la mort tragique du peintre, survenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Genève, la petite ville de Kralupy nad Vltavou expose les paysages, les portraits et les nus de Georges Kars, influencé d'abord par l'impressionnisme, puis par le cubisme, le fauvisme et l'expressionnisme. Directeur du musée de Kralupy nad Vltavou et commissaire de l'exposition, Jan Racek raconte. Sa famille s'appelait Karpeles. Pour des raisons inconnues, elle a changé de nom en 1906 pour devenir Kars. C'était une famille de la classe moyenne supérieure. Le père de Georges Kars possédait et exploitait jusqu'à sa mort à la moitié du XXe siècle un moulin à vapeur qui est devenu un joli bâtiment fonctionnaliste. Ce moulin lui tenait beaucoup à cœur et il a mal supporté le fait que son fils, qui était le seul de la famille à avoir un talent de peintre, n'ait pas continué dans la tradition familiale, qu'il ne soit pas devenu commerçant ou meunier. A vysněným povoláním je malířství, zkrátka. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Munich, Georges Kars voyage à travers l'Europe pour s'installer au début du XXe siècle à Paris. Il habite dans la fameuse cité d'artistes, le Bateau-Lavoir, en Montmartre, et se lie d'amitié avec Modigliani, Picasso, Soutine, Chagall et autres artistes encore, dont il allait collectionner les œuvres. Malheureusement, il a dû laisser sa collection à Prague en 1939, au moment de son départ de la Tchécoslovaquie, occupée par les nazis. Grâce à son grand ami, le peintre Juan Gris, Georges Kars découvre l'Espagne et tombe sous son charme. Jan Racek. Il aimait beaucoup le paysage méridional. Au début des années 1930, il a acheté une maison à Tossa de Mar, au bord de la Méditerranée. Cette maison existe toujours et en bas se trouve aujourd'hui un bar qui porte son nom. Une plaque commémorative en l'honneur de Georges Kars y a même été installée. Malheureusement, il n'y a vécu que quelques années, car étant d'origine juive, il a choisi de quitter l'Espagne après l'éclatement de la guerre civile. Il est alors retourné à Prague, où il a organisé en 1937 son unique grande exposition en Tchécoslovaquie dans la salle d'exposition de Manès. L'exposition a eu un grand succès. Le président Edvard Beneš s'y est rendu en personne. Cette exposition d'environ 130 toiles devait marquer le retour de Georges Kars dans sa patrie, mais la vie en a voulu autrement. Accompagné de son épouse Nora, elle aussi d'origine juive, Georges Kars se réfugie en France au début de la guerre. Alors que sa femme reste à Paris où elle s'engage dans la résistance, Georges Kars se réfugie d'abord à Lyon pour s'exiler en 1942 en Suisse où il vit chez sa sœur. En 1945, peu avant la capitulation de l'Allemagne nazie et à la veille de son retour en France, le peintre se donne la mort dans un hôtel à Genève. Plusieurs expositions lui sont consacrées en France et ailleurs dans le monde, mais il tombe dans l'oubli dans son pays d'origine. Toutefois, depuis l'exposition consacrée à Georges Kars à Prague en 2000, l'œuvre de l'artiste suscite à nouveau de l'intérêt. Jan Racek. Ici à Kralupy, nous exposons assez régulièrement ces tableaux. Kars est d'ailleurs de plus en plus coté sur le marché de l'art. Il y a 2 ans, son tableau, plutôt petit, datant de 1910, a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de couronnes, alors que son prix initial était de 300 000 couronnes. Cela veut dire que les initiés le connaissent bien. Mais il faudra encore attendre, je pense, pour voir une rétrospective de son œuvre en République tchèque, dans 10 ans peut-être, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. L'exposition Georges Kars se déroule au musée de Kralupy nad Vltavou jusqu'au 15 août prochain. C'est la fin de Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À bientôt. Naslyšenou.